Sao. Rentré, joue en haut, il va tenter quand même la frappe. Et derrière! Et voilà, notre débat tant attendu par Fred et Mehdi, ça fait 3 semaines qu'ils me le réclament. J'ai dû les couper il y a 2 semaines et je vous ai dit, ils m'ont failli me taper en sortant de la radio, mais ça y est, il est là, ce débat, et on a un spécialiste. Juste, on est bien rassuré, Fred est là, il a oublié un jingle. Alors, je sais même... Mais j'espère et que c'est comme ça qu'on t'aime. J'espère que la transition téléphone direct c'est bien faite. Ouais, on l'entend, donc c'est parfait. Non, c'est nickel, c'est nickel. On va le recevoir. C'est Nicolas, journaliste sportif de la revue FSGT, qui écrit aussi pour SoFoot. Il est aussi l'auteur du livre Qatar, le mondial de la honte. Bonsoir Nicolas, comment ça va ? Bonsoir, moi ça va très bien. Merci à toi d'être avec nous ce soir, d'avoir répondu présent pour ce débat qui est, on va dire, un petit peu lourd. Oui, effectivement, surtout pour vous à Toulouse. Ouais. On avait besoin d'un spécialiste, on va pas se mentir. Ça fait des semaines qu'on veut le faire, on voulait à tout prix avoir quelqu'un et du coup c'était toi. Et du coup on va parler de la multipropriété ce soir. Juste, on va se remettre un petit peu dans le contexte, messieurs, juste avant de commencer et de poser des questions. Sauf que je me suis perdu dans mes fiches, je ne sais pas ce que tu as rajouté, mais c'est pas grave. Donc, alors, on est arrivé le 29 avril, messieurs, où nous gagnons la Coupe de France 5-1 face au FC Nantes. Et ça, c'est toujours bon de le rappeler. On se posait la question, et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude à Toulouse, est-ce qu'on va pouvoir jouer la Coupe d'Europe ? Sur le papier, oui, puisqu'on vient de gagner la Coupe de France, et ça nous qualifie automatiquement dans une phase de poule d'Europa League. Néanmoins, comme Redbird, qui est notre fonds d'investissement, a aussi des parts depuis juin 2022 dans l'AC Milan, et que l'AC Milan s'est qualifié en phase de poule de Ligue des Champions, donc potentiellement qui peut se retrouver en Ligue Europa, il y avait un petit conflit d'intérêts. Donc, actuellement, l'UEFA, ce qu'elle dit, c'est que ce principe est totalement interdit à l'échelle européenne. Donc, un même propriétaire n'a pas le droit de détenir plusieurs clubs participant à une compétition continentale. Donc, on était un petit peu dans le flou. Déjà, Nicolas, pour tout le monde, parce qu'on va essayer de faire les choses un petit peu simples, qu'est-ce que la multipropriété dans le football ? C'est assez simple, c'est quand un même propriétaire, que ça soit une personne à la tête d'un fonds ou d'une entreprise, exemple Textor, donc qui possède l'Olympique de Lyonnais, mais aussi Botafogo au Brésil et Molenbeek en Belgique, ou un fonds de pension ou quelque autre structure équivalente, possède la majorité des parts dans plusieurs clubs de football. Alors cette multipropriété, elle s'est développée ces dernières années au regard de l'évolution de l'économie du football et avec une nouvelle logique qui est de faire de l'argent, ce qui était dans les modes d'investissement dans le football pas forcément la première préoccupation de ceux qui investissaient, y compris des gens comme le Qatar. On est d'accord qu'il existe plusieurs types de multipropriété. Nous par exemple c'est un fonds d'investissement, Textor, je crois que c'est sa société. Je dis pas de bêtises. Ahmed Schiffer à Clermont, c'est son argent personnel. Enfin, voilà, on a aussi du Gérard Lopez à Bordeaux. Enfin, on a pas mal d'exemples. Il y a des structures comme Ineos qui possèdent Nice, voilà, donc et donc votre cas de figure, les fonds de pension, c'est quelque chose qui est peut-être la logique la plus dominante à long terme. C'est-à-dire que les fonds de pension génèrent des sommes d'argent énormes et ils peuvent éventuellement investir dans plusieurs clubs en même temps pour essayer de faire fructifier. L'investissement en fonds personnel est quelque chose de plus exceptionnel, ou alors vous avez cette logique, excusez-moi, que vous trouviez par exemple avec les États du Golfe. Là on est sur une autre dimension, que ce soit à City ou avec le Qatar, même si on reviendra dessus. Mais City même avait multiplié les franchises. Je ne sais pas si vous avez suivi. Il y a un club de City, enfin un équivalent de City à New York par exemple. Ouais, donc, on les a sous les yeux là. On a Manchester City, New York City, Melbourne City, Yokohama, Montevideo, Gijón, Guangzhou en Chine, Mumbai en Inde. Alors après, je les ai plus. Palerme aussi en Italie. On a dit 3. Ils sont sur les 5 continents en fait. Ouais, ils sont partout. Eux, c'est vraiment ceux qui ont le plus gros avec l'univers Red Bull aussi. Ouais, c'est Red Bull. Par exemple, là, on est sur une entreprise marque qui, par ailleurs, avec la logique de développer, développer sa marque, et d'ailleurs, elle a été confrontée à ce problème
équivalent à celui de Toulouse il y a quelques années pour un de ces clubs, et ils ont dû faire des arrangements, on reviendra peut-être dans la discussion, dans le bureau et le comité d'organisation de la structure financière de l'entreprise, du club, pour régler le problème. La multipropriété, c'est un phénomène qui va de plus en plus se développer parce que l'économie du football est en train de changer radicalement et que les acteurs économiques qui peuvent y investir aussi sont en train de changer à la fois de dimension et de nature. Et ça veut dire qu'on n'a pas le choix, que c'est inéluctable cette transition-là et qu'il n'y a pas d'autre moyen que le foot va vers ça? Après, c'est comment nous on peut l'empêcher? C'est ça vous dire capitalisme. Dans ce cas, je rigole, mais c'est à pas loin d'être ça. C'est-à-dire que le football est entré de plus en plus dans des logiques que j'explique financières et construction de son financement économique qui sont de plus en plus capitalistes, avec de plus en plus la perspective de faire des profits, ce qui est quelque chose d'assez nouveau et qu'on a vu apparaître aussi avec le marché des transferts de joueurs. C'est une logique qui est en train de se multiplier parce que ça coûte très cher les clubs de football et à part des exceptions, vous prenez à Rennes, etc. Vous pouvez avoir des propriétaires à l'ancienne, des grands patrons qui veulent avoir leur club de foot par passion, par amour ou pour rayonner dans leur région, parfois par intérêt. C'est une perspective qui, en tout cas dans les grands championnats, va disparaître. Avec en plus l'idée de, entre guillemets, mais c'est ça les risques principaux de la multipropriété, bien davantage à mes yeux que la question de compétitivité ou de match arrangé, c'est l'idée qu'on va créer des hiérarchies définitives. C'est-à-dire qu'on voit bien que la Ligue 1, dans ces histoires de multipropriété, les clubs français sont plutôt les seconds ou les troisième couteaux, ou sont dans les étages inférieurs de la pyramide en question. Et c'est plutôt ce type de risque qui risque de conduire en fait à avoir des clubs phares et avec une série de petites succursales réparties dans le monde, et au détriment à la fois de l'histoire de ces clubs et de leur capacité à construire des projets sportifs compétitifs. D'ailleurs, en France, comme ça, en termes de nombre, on a quand même, en termes de multipropriété, on a Lens qui est sous multipropriété, le Red Star, nous avons Nancy, nous avons Troyes bien sûr, Châteauroux, le Clermont Foot, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nice, Monaco et récemment Strasbourg. Ce qui est quand même pas rien. Je vous ai cité à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clubs de Ligue 1. Non, Bordeaux sont pas Ligue 1, pardon. 6 clubs de Ligue 1. On est quand même, c'est quand même assez nombreux. Et la majorité sous pavillon américain, quoi. Pas mal, ouais. Il y a beaucoup de pavillons américains parce que c'est la logique des fonds de pension, etc. Il y a aussi la logique des États du Golfe qui ont d'autres perspectives et d'autres fonds et qui ont aussi beaucoup d'argent. Voilà, mais on voit qu'ils sont capables d'investir dans des clubs comme le Red Star. A priori, ça peut sembler absurde pour eux, mais on voit très bien qu'ils ont vu. C'est un club qui s'est situé à Paris, qui va avoir un nouveau stade, c'est souvent des investissements qui leur coûtent très peu cher au regard de ce qu'ils espèrent faire comme bénéfice, et ils ont souvent derrière, dans ces logiques-là, des perspectives qui sont pas liées qu'au football. Alors, il y a évidemment des échanges de joueurs, le fonctionnement d'un circuit fermé, et tout ça pour les transferts, mais il se trouve aussi des questions d'investissement immobilier, etc. Par exemple, Textor, il a fait fortune là-dedans au départ. Donc pas Textor, Makers qui avait acheté l'OM. Donc voilà, c'est des gens comme ça qui fonctionnent avec des perspectives très différentes de ce qu'on a connu par le passé. Il y a vraiment l'idée de faire de l'argent à travers le football, alors qu'on faisait, avec à travers le football, avec tendance à récupérer des bénéfices indirects à travers l'influence dans la société ou auprès de l'État, ça permettait d'avoir une espèce de rayonnement. Ça coûtait cher, mais il y avait des retours sur investissement, ce qui était le cas dans la logique qatari au PSG au départ. Mais là, on est enfin sur de voir apparaître, une autre logique de développement avec les multipropriétés et qui, je répète, ce qui est le plus dangereux, c'est pas ce que l'UEFA prétend empêcher, c'est qu'il y ait des arrangements entre les clubs. C'est si jamais ils se rencontrent l'un contre l'autre, c'est davantage de voir l'identité et la spécificité d'un grand nombre de clubs, que ça soit Botafogo au Brésil ou vous Toulouse en France, être progressivement relégué au second, troisième plan par rapport à juste des enjeux plus de fond, et ça peut se traduire aussi bien par le fait de transférer des joueurs selon les nécessités du moment que de renommer le club, etc.
c'est ça que moi je trouve de plus dangereux pour le foot en termes d'objets social, culturels, sans rentrer dans des grandes considérations, que d'imaginer. Enfin, moi je pense pas, par exemple, si un jour Toulouse avait rencontré le Milan AC en Europa League, si jamais le Milan AC avait foiré sa campagne européenne, je pense pas qu'il y aurait une match arrangée. Je pense pas ça en fait. Ni de part et d'autre, il n'y a pas besoin. Mais c'est vraiment d'autres logiques qui sont menaçantes. Mais une fois encore, l'UEFA, vous êtes personne n'est dupe. D'abord, ils ferment les yeux les 3 quarts du temps. Ensuite, ce qui les intéresse, c'est que Justement, pour revenir, nous à Toulouse, quand même, l'UEFA à la base, on sait qu'il y a la jurisprudence des clubs Red Bull, mais voilà, on était quand même un peu inquiet en tant que supporter toulousain. On s'est quand même dit que normalement, dans les règles, deux clubs qui ont le même propriétaire ne peuvent pas jouer la même Coupe d'Europe, et pourtant c'est le cas. Qu'est-ce qui est demandé par l'UEFA pour justement contourner tout ça, parce que clairement, en gros, on essaye de négocier un contournement pour que ça se voit pas trop, quoi. Oui, de toute façon, ce que veut l'UEFA, c'est que les apparences soient sauves. Voilà, pour résumer, en gros, il faut changer la composition du bureau, des pourcentages qui possède quoi, et ça permet généralement ça leur donne le prétexte d'autoriser ce qu'ils avaient fait avec Leipzig, alors que tout le monde sait qui est derrière. Voilà, donc il se passe, je pense, j'ai pas les détails en tête de ce qui s'est fait, mais vraiment, on a changé une personne du bureau. Enfin, on a tout le bureau qui a démissionné. Gary Cardinal, Cardinal. Je parlais de Leipzig en fait. Je sais un peu comment ils avaient géré Leipzig. Mais chez vous, oui, c'est une question d'apparat. C'est de la magouille administrative, quoi. C'est juste des noms sur un papier. Ouais. Mais parce que si vous voulez interdire la multipropriété, l'UEFA, ils ont des vrais outils. Ils décident que si il y a que tout club qui a deux propriétaires, s'il y a 2 clubs ont les mêmes propriétaires, il y a un seul des deux qui peut jouer les Coupes d'Europe, point. Ils décident ça, évidemment, il n'y aura plus de copropriété, multipropriété, personne ne va investir. Surtout que ça existait, ça déjà, Nicolas. Je veux dire, l'article 5 existait déjà. Donc, c'est quoi l'article 5 ? C'était l'article 5 de l'UEFA qui disait que 2 clubs ne pouvaient pas appartenir au même propriétaire dans une même compétition européenne. Oui, mais ça existait déjà, et c'est comme tout, ça a été contourné alors par des subterfuges grossiers, quoi, on va dire, parce qu'en fait, on sait tous que c'est de la magouille, quoi. C'est tellement grossier, quoi. Enfin, bon, on sait bien que Redbird est chez nous, on sait bien que Redbird est au Milan AC. Voilà. Mais après, moi, le danger, alors moi, je pourrais rajouter comme danger également, et on le voit que ça commence à poindre, sur des transferts. C'est-à-dire que tu as des transferts entre 2 clubs partenaires, des transferts au montant un peu gonflé. Genre Jeffinho à l'OL pour 10 millions. Ouais, ou t'as Saint-Maximin, je crois, qui va partir de Newcastle en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite finance Newcastle. Voilà, donc on peut déboucher sur des choses comme ça. Après, moi, à terme, ça va être... moi, je pense que le gros danger, entre guillemets, c'est que chaque personne, chaque supporter, quel va être le degré d'acceptation de ça. Parce que, comme dit Nicolas, on va aller vers des choses qu'on n'a jamais connues en termes de compétition, en termes de tout, quoi. C'est un gros bouleversement qui se profile. Un vrai club de foot, quoi. Au-delà de ça, la question, c'est qu'on ne va pas être naïf. On a déjà eu des changements de propriétaire à tête des clubs. On a déjà vu pour l'histoire des transferts, oui, effectivement, ça va amplifier un phénomène qui est de plus en plus réel. C'est que le marché des transferts est devenu un espace de magouille enfin, magouille étant un terme un peu gentillet, parce que c'est devenu un lieu où les joueurs sont échangés. Il y a des agents, il y a des histoires de gonflement, des rétroactifs. Il y a régulièrement des procès, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément que lié à une petite propriété, mais la propriété va permettre une boucle, va se faire au sein du même club, club qui appartient aux mêmes personnes. Après, il y aura d'autres logiques, celle de un joueur qui ne marche pas, je sais pas un exemple, un joueur qui ne marcherait pas à Chelsea, on transfère à Strasbourg pour s'en débarrasser, pour essayer de le relancer dans un championnat entre guillemets inférieur. Voilà, on va arriver dans ces logiques-là. La vraie question, oui, c'est ça, c'est qu'est-ce que ça signifie maintenant, qu'est-ce que ça signifie ces clubs qui vont devenir de plus en plus, entre guillemets, et je mets vraiment des guillemets pour des franchises, c'est-à-dire que ce que fait City va devenir une logique de plus en plus développée. Ça fait avec des clubs en synergie. On a vu à Nice, quand il y a eu l'histoire de Galtier, que ça se négocie, ça se réglait avec Ineos, qui était loin, Ineos. Il y avait il y a des clubs, dans des clubs, il va y avoir des représentants du groupe qui dirige, et il y aura un président, et ça va être un micmac. Et après, tu as raison, sur l'identité des clubs. Pour l'instant, ils n'ont pas trop touché à des clubs historiques.
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé le nom de grand club, parce que Leipzig est une création, mais qu'est-ce qu'il a? La logique City, par exemple, c'est intéressante. Ils ont vraiment créé un nombre de clubs incroyables avec le même nom à la fin. Qu'est-ce que dans quelle logique, dans quelle perspective tu te situes quand tu trouves pas ça, quoi. Le football est en train de se franchiser, en fait. Enfin, si on suit un peu la logique. Après, il y a une réalité économique, c'est que c'est devenu un tel monstre économique que les gens qui sont capables d'investir aujourd'hui, ça s'est réduit en termes d'acteurs. Donc on est dépendant de l'économie du football, mais on est d'accord que ce football, il y a quand même une bulle spéculative qui à un moment donné risque d'exploser aussi. Elle va pas. Mais mais cette bulle spéculative, ça fait des années qu'on nous annonce qu'elle va exploser. Moi, je suis très avec d'autres personnes. Là, par exemple, je me réfère à des spécialistes, des économistes comme Pierre Rondeau ou Christophe Le Petit. Ils disent, avant de dire qu'une bulle va éclater. Pour l'instant, ça fait tellement longtemps, même pendant le Covid, ça n'a pas sauté, tu vois. Et donc, tant qu'il y a des gens qui continuent à investir et à couvrir les frais, si tu regardes le PSG en tant que tel, tu dis c'est fou, même pour le Qatar, tu vois, même de dépenser autant d'argent pour rien. Ça continue, voilà. Donc je suis très réservé, moi, sur cette notion de bulle spéculative. Il y a des clubs qui peuvent disparaître, qui peuvent se retrouver en faillite. En France, on vit ça en ce moment, mais c'est des clubs de seconde division, enfin des gens que je suis triste pour Sochaux. Personne ne se réjouit de ce qui se passe dans ce club. Et il y en a d'autres en ce moment qui traversent la même période, mais globalement, et Sochaux est un bon exemple de cette évolution, si on réfléchit un petit peu en amont avec le propriétaire chinois, etc. Mais voilà, c'est faux. Juste l'économie, oui, elle devient dominante parce que les budgets des clubs aujourd'hui se jouent en Ligue 1 même en dizaines de millions. Quand vous allez en Première Ligue, c'est en centaines de millions. Capables d'investir et de les acheter, il y a très peu de gens qui peuvent se permettre de le faire et se mettre sur les rangs. D'ailleurs, on voit quand un club est en difficulté, il y a finalement très peu de candidats entre guillemets solvables ou fiables. Donc on est dans cette logique-là, et la multipropriété, c'est normal. Ça s'inscrit dans cette logique-là tout à fait. C'est pas une surprise. C'est pas un phénomène extraterrestre qui débarque. Voilà, c'était malheureusement prévisible. Avant qu'on enchaîne, qu'on revienne vraiment un peu plus sur le TEF, Nathan, tu avais une question? Non, c'est pas une question, c'était une réaction par rapport en tant que supporter, quoi. C'est vrai qu'on a l'impression que le TFC a clairement servi de vitrine en fait pour le Milan AC, et que si un jour le Milan doit passer prioritaire et que le Redbird doit moins s'investir au TF, ça peut stopper en fait cette progression du club. Donc j'ai du mal en fait à me projeter. 1,2 milliard l'achat du Milan. Et puis j'ai du mal à me projeter sur le long terme. Je me dis en fait on a un plafond de verre qui fait que si les intérêts du Milan sont plus forts, nous, on ne pourra pas espérer grand-chose de plus, quoi. Dans la décision de l'UEFA, parce que l'UEFA, Séphiri nous fait quand même le canard aussi, sans jeu de mots. Lui, il prétend que si on est plusieurs propriétaires, que le club joue dans la même compétition, on peut demander à l'autre de perdre, etc. Bon, ça, voilà, il a du mal. Mais lui, ce qu'il veut, c'est on ne doit pas dire non aux investissements pour des cas de multipropriété, mais on doit décider quelles règles on veut mettre en place dans ces cas-là, parce que les règles doivent être strictes. On s'adapte. Voilà. On ne dit pas non au sous, on s'adapte. Exactement. Donc, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est logique. Moi, je veux bien cette logique, mais il faut qu'elle soit stricte. Oui, mais elle l'est pas. Donc, il faut qu'elle soit encadrée. Ouais, la multipropriété, elle est autorisée, parce que c'est une réalité, mais sauf, et dans ce cas-là, c'est sans exception. Mais on voit dès que le problème se pose, il suffit en fait, l'UEFA demande, mais l'UEFA travaille pour les gens qui possèdent le football, donc elle demande juste de trouver une solution pour qu'on puisse dire que c'est bon. Voilà, et quelle mesure peut prendre ou doit prendre l'UEFA du coup? Mais d'abord, l'UEFA ne veut pas prendre de mesures, donc moi je ne sais pas les conseils. Ce qui devrait, je ne sais pas. Déjà, moi je pense que dans les pays concernés, comme la France, on devrait interdire la multipropriété. Il y a un élu, les filles qui l'a proposé, Éric Coquerel, qui veut déposer un projet de loi qui interdit la multipropriété en France. Mais déjà dans les États, dans les championnats, il faudrait l'interdire. Et par ailleurs, l'UEFA devrait, je ne sais pas comment expliquer ça, mais elle devrait justement ou le bannir totalement, ou expliquer quand est-ce que c'est autorisé ou non. Ils peuvent plus faire marche arrière maintenant, quoi. Enfin, du moment où la porte est ouverte, tu peux plus faire marche arrière. Bah justement, mais je pense que c'est pas un engrenage. Je pense qu'ils ont toujours rêvé de ça. Ils prennent des bénéfices derrière, je pense aussi.
Non, mais d'abord, si l'UEFA fonctionne notamment avec des grandes compétitions en Espagne, plus il y a des gros investisseurs, des gros clubs, des gros joueurs, plus ils peuvent vendre des droits télé chers. Enfin, c'est toute une perspective. Tu vois, et l'UEFA organise un Euro aussi de football qui a besoin de ça. Enfin, qui a besoin de ça. Donc, l'UEFA veut rester cette espèce de mastodonte au sein du foot international, qui peut. Enfin, je vais te dire un truc cruel. Je pense que l'UEFA peut faire scission de la FIFA s'ils veulent. Ils peuvent décider qu'à un moment, ils ont plus besoin d'être dans la FIFA et organiser leur compétition. Et s'il y a les mêmes grands joueurs qui resteront avec les mêmes investisseurs massifs, ils seront plus forts. Donc voilà, l'UEFA veut garder cette posture. Mais faut pas penser que c'est quelque chose que subit l'UEFA ou que l'UEFA s'accommode ou qu'elle plie devant les forces économiques. Ils sont avec. Ils sont conscients quand même de tout ça, ouais. Ils sont conscients, ils ne dérangent pas plus parce que ce qu'ils veulent, c'est maintenir les apparences. Mais c'est pour ça que ils disent qu'est-ce que je leur conseillerais de dire on autorise et éventuellement on met 3-4 petits trucs tabous pour que ça n'aille pas trop loin. Mais encore, j'y crois même pas. Moi, je t'avoue, ma désillusion là-dessus depuis un certain temps. Moi, quand vous avez gagné la Coupe de France, c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. Tu vois, je me suis dit, mais vu qu'il voilà, le Milan en plus était venait d'être éliminé en demi-finale ou allait être éliminé en demi-finale Champions League, il était déjà sûr d'être la saison suivante en C1. Donc voilà, c'était évident, ça va se développer. Mais je rappelle, le risque, c'est pas moi la concurrence sportive, j'y crois. C'est n'importe quoi. La vraie le problème d'équité sportive en Europe aujourd'hui, se situe pas à ce niveau-là. Elle se niveau pas, elle se niveau au niveau des investissements, des parties de droits télé, de la façon dont on organise les compétitions européennes, etc. C'est à ce niveau-là. Non, le vrai risque pour moi, c'est dans l'identité des clubs. Voilà, c'est à long terme. Pas tout de suite, parce que je pense qu'ils s'en foutent un peu de l'OGC Nice, de ce qu'il a et de ses supporters, Néo. Et je pense que vos propriétaires à vous s'en foutent un peu de ce que font les Indians. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, il y a un risque à long terme, parce que c'est des processus qui peuvent être très, très pernicieux et qui seront beaucoup plus profonds que ce qu'on a pu vivre quand il y a eu des chocs entre des directions et des publics, ou ce qu'on peut voir avec Kita à Nantes. Autre chose encore, et ça va être sur le long terme. Et j'ai encore le changement de nom ou la délocalisation, etc. des clubs, c'est pas des choses qui vont devenir si ubuesques que ça. Donc regardez simplement la multiplication des rencontres délocalisées en Asie, aux États-Unis. Je dis pas ça contre ces pays-là. Moi je préférerais qu'ils développent leur propre championnat et leur propre compétition. Et voilà, ça serait plus intéressant à mon avis. Mais voilà, on voit bien que ça paraît, le volonté de faire de jouer des matchs à des horaires complètement hallucinants pour les droits télé ou pour le public chinois et compagnie. Les matchs de 13h, ouais, coucou. Voilà, mais c'est ça, voilà, ces trucs. Moi, une fois encore, voilà, c'est pas des matchs de 13h ou de 16h, on va faire venir un public un dimanche plus familial à 17h parce que c'est plus sympa et il faut partir de. Non, c'est juste qu'il faut jouer à 13h parce qu'on espère, on rêve en France encore que les Chinois vont s'intéresser à la Ligue 1. Est-ce que tu penses, Nicolas, que par exemple, donc ici à Toulouse, est-ce que Redbird va rester longtemps à Toulouse? Ou est-ce qu'ils sont destinés à aller de club en club, c'est-à-dire garder une tête de gondole, on va dire, dans l'exemple de Redbird, c'est garder le Milan AC. Et quand ils en auront fini, entre guillemets, avec Toulouse, est-ce qu'ils vont aller ailleurs ou est-ce qu'ils sont tentés de rester sur le long terme à Toulouse? Et finalement, Toulouse deviendrait... on va dire Redbird B. Le Redbird A, ça serait donc le Milan AC apparemment. Et la réserve. Ouais, la réserve. Moi, je pense qu'après, la logique de multipropriété, c'est plutôt celle-là. C'est-à-dire qu'ils structurent leur en pyramide, leur empire. Il y a effectivement comme une tête de gondole ou un grand club, Chelsea, Milan AC, etc. Manchester City, on a cité tout à l'heure. Généralement plutôt situé dans des grands championnats, plutôt la première ligue, mais avec des exceptions. Et après, ils structurent des succursales où ils espèrent régner sur le marché local, entre guillemets, et peut-être même que faire émerger des joueurs qui pourront racheter beaucoup moins cher. Je pense que la logique de fond, c'est cela, mais si ça marche pas à Toulouse, ils s'en vont. Enfin, c'est pas des amoureux, mais c'est déjà arrivé par le passé, mais c'est pas des amoureux, entre guillemets, des clubs. Moi, ça me fait toujours rire quand ils font des grandes déclarations, quand ils ont racheté Strasbourg, comment il s'appelle, j'ai oublié le nom là, les propriétaires de Chelsea. Ils ont fait tout un laïus sur le club. Todd Boehly. Todd Boehly, mais c'est Blueco la société, ouais. Ouais, ils ont fait tout un laïus sur le club, qui croit quoi. Voilà. Ouais, il y a un mec de la com qui leur a écrit le communiqué, d'accord, mais qu'est-ce qu'ils connaissent de Strasbourg? Enfin,
Justement, nous, juste la dernière question, on a beaucoup de débats, nous, et on se déchire un peu là-dessus. C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à me réjouir à 200% que le TFC joue la Coupe d'Europe, quelque part, qu'on y soit autorisé et que en fait, on soit un des clubs qui représente tous ces clubs par multipropriété, etc. Et est-ce que... j'ai du mal vraiment j'ai toujours cette conscience à me dire, putain, on est en plein dans ça, etc. Ça fait chier. Mais est-ce qu'on doit... La question, j'ai besoin d'être aiguillé là-dessus. Est-ce que j'ai besoin juste de me réjouir qu'on joue la Coupe d'Europe, juste de la kiffer, et voilà, sans que c'est trop de conséquences à long terme, ou est-ce que je dois kiffer parce que ça s'arrêtera et qu'on va être effectivement éminent à CB? Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que je dois garder cette conscience là, ou tant pis, la Coupe d'Europe on va la kiffer et puis tant pis quoi. Juste avant que tu répondes, Nicolas, je précise que Mehdi a une licence en FSGT pour aiguiller aussi la réponse. D'accord, mais c'est une bonne question. Non, mais c'est un peu une taille importante. Mais je sais pas quoi dire. Je comprends la joie des supporters toulousains à l'idée de jouer une Coupe d'Europe et d'avoir remporté une Coupe de France. C'est moi une compétition que j'aime particulièrement. Et je comprends la joie par rapport aux souvenirs que vous pouviez avoir. Le club a traversé des moments quand même très douloureux. C'est partagé. C'est, je sais pas comment dire, c'est profiter, parce que malgré tout, je pense que ça ne va pas se reproduire tout le temps. Le championnat français est quand même en train de se structurer de manière assez cruelle. Et de toute façon, tu as dit les deux choses essentielles. Profitez de cet épisode. Vous avez joué une Coupe d'Europe, c'est génial. Vous allez rencontrer des clubs étrangers. Vous allez avoir des moments au stade. Ça va être festif. Et ça va être un moment de communion autour de ce club. Peut-être un des derniers que vous allez pouvoir vraiment vivre. Et après, effectivement, il va y avoir une organisation, mais ça va être, je pense que ça va pas faire sur une saison ou deux, c'est plus long que ça. Mais effectivement, oui, vous allez devenir un Milan ACB. Strasbourg va devenir un Chelsea B. Ça n'aura pas une violence aussi forte que ce que je dis, parce qu'on sera en championnat, Ligue 1 et tout. Mais oui, on verra des mécanismes, des échanges de joueurs, des choses qui sont très singulières qui vont se produire. Voilà, Chelsea n'a pas à changer de maillot, et vous non plus, mais pour Strasbourg, ils sont à peu près similaires. Mais il y a des choses en termes d'identité qui vont se passer. Et la multipropriété va transformer le visage du football européen, parce que regardez rien qu'en France, mais pour l'instant l'Espagne résiste un petit peu, et encore, tu vois, c'est parce que les clubs sont encore un peu structurés, mais en première ligue, voilà. Donc moi je sais pas, oui, profitez. En tout cas, moi je vous dis, parce que c'est quand même mais je comprends non, mais je comprends. Faut pas penser au lendemain. C'est votre club aussi. Vous avez des années, par exemple. Dieu sait que vous avez traversé des moments difficiles. Moi, j'ai fait des matchs où vous étiez à 2 doigts de descendre. Enfin, c'était la remontée. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et voilà, profitez, parce qu'en plus la Coupe de France, comme je dis, c'est une compétition qui a une valeur pour moi. Et rentrer dans le circuit européen par la Coupe de France, ça garde quelque chose de particulier. Ouais. Voilà, vous avez remporté un titre et en plus vous avez en Coupe d'Europe, profité. Mais oui, la tendance que tu annonces, elle est évidente. Malheureusement. C'est pas rassurant, parce que nous on est qu'au début de notre supporterisme, quoi. Ouais, puis le retour de la Coupe des Coupes, en fait. Quand on a une Coupe de France, faire la Coupe des Coupes à l'ancienne, la bonne. Non, mais moi jamais. Non, mais ça serait bien, franchement. Mais moi je vais être cruel. Les Coupes d'Europe ont changé le jour où on a fait les poules. Ouais. Voilà, avant il y avait désignation directe, ça donnait plus de chance à tout le monde, même si ça permettait à des clubs comme même des clubs de l'Est de réussir des parcours, d'emporter des compétitions, à des clubs particuliers d'avoir même des C1, la Coupe des Coupes que tout le monde a peut-être oublié ici, mais qui a remporté par exemple le Paris Saint-Germain. Ouais. Mais moi, je serais pas un retour de la Coupe des Coupes, par exemple. Je trouve ça génial. C'est tellement logique. Mais c'est tellement cohérent. T'as gagné une Coupe nationale et tu t'affrontes. Mais sauf que les poules, les conférences, ça permet de faire jouer plus de clubs. Et on est rentré, il faut rentabiliser à mort, il faut faire de l'argent. Et les clubs ont besoin de faire de l'argent, parce que surtout en France. Une dépression de la multipropriété, c'est que les gens qui investissent veulent un retour. Donc il faut bien trouver des sources de revenus pour ces clubs. Surtout les clubs. Donc on est entré dans cette logique, alors que moi je reste, rien n'est plus beau pour moi qu'un match à élimination directe. Voilà, tu peux en être très malheureux, hein, tu peux en souffrir. Mais ça fait des souvenirs, ça crée une histoire. Voilà, exactement. Même les matchs aller-retour, c'est quelque chose, mais un match à élimination directe en Coupe du Monde, moi on attend tous le moment des huitièmes, des quarts, parce que c'est là où on se dit ouais, il se passe un truc. Là, d'un coup, tu sens le truc, tu sens que la chose devienne sérieuse. Et voilà, moi ça crée des souvenirs. On a je pense tous des très très grands souvenirs. Mais la finale Coupe de France, pour vous, elle restera un grand souvenir, parce que c'est
voilà, c'est un soir. Moi, j'en ai vu des très belles, des finales de Coupe de France. Donc, voilà, mais sauf que le football ne va pas bien. Il faut multiplier au maximum le nombre de matchs de droits télé, de remplir le stade. Enfin, ce qui sera sûrement votre cas quand vous recevrez. Je ne sais pas encore sur quel pool vous allez tomber, mais je sais pas, il y a un peu le tirage encore. Non, 1er août. 1er septembre, pardon. Voilà, en juillet, je suis toujours déconnecté, mais voilà, le tirage. Je souhaite de grands clubs, par exemple, tu vois, des clubs anglais, des clubs, des grands clubs du Liverpool, du Brighton, de la Roma. Oui, mais il y a du monde. En il y a du monde, il y a du Leverkusen, il y a du Union Berlin. Non, il y a des très bons monde. Voilà, mais voilà, donc ça peut être vraiment plaisant. Donc voilà, profitez. Mais après, t'as raison aussi, des doutes éthiques t'honorent. Mais l'éthique est en train de disparaître du foot, depuis de plus en plus. On l'a bien compris. Nicolas, on va te remercier parce qu'on va enchaîner, parce qu'on a un autre invité qui va arriver. Un grand merci à toi de nous avoir accordé cette grosse demi-heure, nous avoir éclairé un petit peu plus sur la multipropriété. Je pense qu'on pourrait faire une émission de facilement 1 heure, voire 2 heures sur ça, parce qu'il y a tellement de choses à aborder. Il y a des spécialistes, des économistes qui apporteraient encore plus de billes. Ouais, Pierre Rondeau, j'avais pas mal de citations d'ailleurs de Pierre Rondeau aussi. Il y a des super articles qui sont sortis, qui sortent de sa part. Merci beaucoup en tout cas Nicolas de nous avoir aiguillé sur tout ça. Merci pour ta disponibilité. On te souhaite une très belle soirée. Et quand tu es sur Toulouse, n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou. On t'accueillera avec grand plaisir. Ouais. Avec grand plaisir. Je vous ferai signe, c'est grand. Pas de problème. À bientôt, bonne soirée. Merci. Ciao. Profitons, mais c'était Nicolas Kismartov qui était donc journaliste à la revue FSGT et SoFoot qui nous a aiguillé un peu sur la multipropriété. Désolé Fred, Mehdi, je sais que vous allez être frustrés, mais c'était quand même intéressant. Juste pour un peu parler des ravages potentiels, on a un exemple qui est assez criant pour terminer ce débat, le temps qu'on appelle Sébastien Dupuis, journaliste Canal. L'entraîneur adjoint Claudio Cacciapa, ça vous parle à tout le monde, Claudio Cacciapa, l'ancien capitaine de Lyon. Un des plus grands défenseurs en France du 21e siècle. Chapeau 1. Chapeau 1. Alors là, tous les jours. Donc l'entraîneur adjoint de Laurent Blanc, il a été envoyé à Botafogo, club de Textor, pour pallier l'intérim de Luis Castro qui était sur le départ. Mais au final, le Textor, il a dégagé le mec Vincent Evrard de son poste d'entraîneur à Molenbeek. Du coup, il l'a rappelé pour lui dire bon mec, faut que tu prennes cette équipe-là. Et du coup, c'est Molenbeek qui est aussi un club de Textor. Donc voilà les potentiels ravages que peut faire la multipropriété. Nous, si je dis pas de bêtises, on a un accord qui a été fait avec l'UEFA où on n'a pas échangé de joueurs avec la AC Milan. Donc les fameuses rumeurs d'Ingra qu'il pouvait y avoir au début Milan, c'est pas possible pour cette saison. En tout cas, c'est un beau bordel. On va pas vous l'apprendre. Le foot, le foot va mal de toute manière. Il va pas en s'arrangeant. Je sais pas trop où on va, mais voilà. Puis même dans notre pays, ça me parle de multipropriété. On a parlé à maintes et maintes reprises. Encore une fois, le TFC est un national 2 avec sa réserve parce que Béziers n'a pas eu les Ils sont R1 d'ailleurs. Ils sont redescendus en R1. Ils sont plus N3, ils sont R1. Au niveau de l'équipe 2. Voilà. Et il y a beaucoup de clubs qui font faillite en France. Et donc Sochaux est un exemple aussi criant de ce qui se passe de pas très bien aussi dans le pays. Après, c'est un cas extrême. Sochaux, il y a eu aussi des problèmes d'hommes. Mais ouais, c'est pas forcément encourageant, en espérant que ça s'améliore quand même.